Bonjour chers amis, je suis Brice Kamdem, enseignant de comptabilité et formateur sur les logiciels de gestion. Aujourd'hui, je vais parler des principes, des conventions et des postulats comptables. Je vais commencer par définir la notion de principe comptable, ensuite la notion de postulat et convention comptable. Bien, déjà chers amis, avant le Susquada, on parlait plus des principes comptables. Mais maintenant, on parle des postulats et conventions comptables. Vous voyez un peu, il y a une légère différence, mais sans doute c'est la même chose. C'est la même chose. Bien. Mais du moins, les principes comptables sont les règles et méthodes que doivent suivre les gestionnaires de comptabilité. Ils peuvent être considérés comme des balises, des contraintes qui permettent d'harmoniser, de crédibiliser et de faciliter la tenue, l'interprétation et la compréhension des documents comptables. Vous voyez un peu. Donc, si vous êtes comptable, il est important et il est judicieux pour vous de maîtriser les principes comptables, de maîtriser les conventions ou bien les postulats comptables, parce que ça permet à ce que vous puissiez tenir de façon fidèle et sincère la comptabilité de l'entreprise et de la rendre crédible aux yeux des actionnaires, de l'État, des créanciers, et ainsi de suite. Vous voyez un peu. Bien. Donc c'est ça en fait les principes comptables. Il en existe plusieurs. Je vais citer juste quelques. Mais en parlant plutôt des postulats et des conventions comptables retenues par le Susquada révisé. Donc comme postulat par exemple, les postulats en fait, ce sont toujours des principes comptables, concrètement parlant. Mais elles se rapportent plus, ou bien elles permettent de définir le champ du modèle comptable. Ce sont des principes acceptés, sans démonstration, mais cohérents avec des objectifs fixés. Comme postulat retenu par le pour définir le champ du modèle comptable du système comptable au WADA révisé, on peut parler du postulat de l'entité, du postulat de la comptabilité d'engagement, du postulat de spécialisation de l'exercice, du postulat de la permanence des méthodes et du postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Je vais donc commencer par, et en ce qui concerne les conventions, le Susquada a retenu également la convention du coût historique, la convention de prudence, la convention de régularité et de transparence, la convention de la correspondance du bilan de clôture au bilan d'ouverture, la convention de l'importance significative. Donc, je vais éplucher tour à tour ces différents postulats et ces différentes conventions. Que signifie en fait le postulat de l'entité chez les amis? Le postulat de l'entité suppose que les opérations de l'entreprise sont distinctes de celles de ses propriétés ou de toute autre entité économique. Donc l'activité de l'entreprise doit être comptabilisée séparément de l'activité de ses propriétés. Il en est de même pour les états financiers. J'espère que ça se comprend facilement, chers amis. Ça veut dire que vous ne devez pas mélanger la comptabilité des propriétaires de l'entreprise et celle de l'entreprise. Vous savez, les propriétaires peuvent avoir des activités qui sont propres à eux. Ça peut être une autre entreprise, ou bien ça peut être... ils peuvent avoir même d'autres entreprises. Vous ne devrez pas mélanger. La comptabilité de chaque entreprise doit être distincte. Si par exemple un propriétaire a 2 ou 3 entreprises, vous ne devez pas comptabiliser, vous devez constater, vous devez comptabiliser, vous devez effectuer la comptabilité de ces 3 entreprises de façon distincte. C'est un peu ça que ça veut dire. Et de la même façon, vous devez produire les états financiers pour chacune de ces entreprises. C'est ça un peu le postulat de l'entité. L'entité est unique. Vous avez également le postulat de la spécialisation des exercices. Bon, ici, le postulat de la spécialisation des exercices suppose que la vie de l'entreprise est découpée en exercices comptables, dont la durée est fixée à 1 an, qui peut ne pas coïncider avec l'année civile. Donc, la durée d'une entreprise, en fait, ça va du 1er janvier au 31 décembre, chers amis. Vous voyez un peu.
Généralement, ça ne peut excéder 12 mois. Et ces exercices, comme vous constatez, sont indépendants les uns les autres. On parle en principe du postulat de l'indépendance des exercices. Et ainsi, chers amis, parlant du postulat de l'indépendance des exercices, vous devez savoir qu'en comptabilité, chaque charge doit être rattachée à son exercice. Ça veut par exemple dire que si vous avez par exemple une charge qui court sur 2 périodes distinctes, vous devez essayer de ramener, de rattacher chaque charge à l'exercice. Par exemple, une police d'assurance qui court du 1er juin de l'exercice N au 31 mai de l'exercice N plus 1. Donc, ça peut être une police d'assurance. Donc, vous devez essayer de diviser ça en deux, 50-50%, rattacher une charge à l'exercice N et rattacher une autre charge à l'exercice N plus 1. J'espère que ça se comprend un peu facilement. Donc, on a également le postulat de la permanence des méthodes. Ça veut dire que, chers amis, d'une année à une autre, vous devez utiliser en fait les mêmes méthodes, notamment par exemple pour évaluer vos stocks, ou bien par exemple pour évaluer, ou bien pour évaluer vos amortissements et bien d'autres. Donc les méthodes comptables utilisées doivent être les mêmes d'un exercice à l'autre. Si un changement de méthode est estimé nécessaire, il convient de les mentionner en annexe. Donc notamment si d'un exercice à l'autre, vous changez de méthode. Par exemple, la méthode pour calculer vos amortissements. Peut-être la première année vous calculez en dégressif, l'année suivante pour une certaine raison vous calculez en linéaire. Il faudrait mentionner dans vos états financiers. Si par exemple pour l'évaluation des stocks, une année vous évaluez votre stock en CMUP et que l'année suivante vous évaluez en first in first out, il faudrait également indiquer dans les états financiers. Vous voyez un peu. Donc une bonne comptabilité en fait suppose que il faudrait que les méthodes utilisées en principe soient uniformes d'une année à l'autre. Il y en a plusieurs autres exemples, mais nous devons laisser ainsi. Ça, c'est le postulat de la permanence des méthodes. Je vais également parler, chers amis, du postulat de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Donc, certes, je viendrai dans un prochain exercice dans une prochaine vidéo afin de mieux vous expliquer, parce que c'est un peu long. Mais du moins, c'est un principe qui impose d'enregistrer et de présenter les opérations d'entreprise conformément à leur nature financière, sans tenir compte de leur apparence juridique. Bien, je vais chuter tout de suite avec les conventions. C'est quoi les conventions, chers amis? Les conventions comptables sont destinées à guider le préparateur des comptes dans l'évaluation et la présentation des éléments devant figurer dans les états financiers. Elles ont un caractère de généralité moins grand que le postulat comptable et peuvent varier d'un pays ou d'un espace géographique à un autre. Les conventions comptables servent de guide pour l'élaboration des états financiers annuels du système comptable OHADA. Donc les conventions comptables, comme je l'ai dit, chers amis, servent de guide pour l'élaboration des états financiers. Ça, les conventions comptables. Donc, je distingue en fait la convention du coût historique, la convention de prudence, la convention de régularité et de transparence, la convention de la correspondance du bilan de clôture au bilan d'ouverture et la convention de l'importance significative. Donc, comme convention du coût historique, chers amis, ça suppose par exemple que les biens, donc je vais aller un peu de façon progressive. Je vais commencer par la convention de prudence. La convention de prudence suppose que suppose que les pertes doivent être enregistrées lorsqu'elles sont probables et les gains doivent être enregistrés lorsqu'ils sont certains. C'est ça la convention de prudence. Vous voyez un peu. Ça veut dire que si en fin d'année, par exemple, avant de clôturer l'exercice, il y a des clients qui doivent de l'argent à l'entreprise et donc pour certaines raisons ils sont en faillite, ils sont par exemple en faillite et que le recouvrement de cet argent et que le recouvrement de cette créance l'année future
reste incertaine, vous pouvez doter donc vous pouvez donc doter une provision sur ces créances. Donc en fait, ce sont des pertes probables. Vous devrez doter, vous devez les comptabiliser. Vous voyez un peu. Donc ça peut résulter des créances. Généralement, on comptabilise plus les pertes probables relatives aux créances. Ça peut aussi être lié au stock. Ça peut être même lié aux immobilisations pour certaines raisons. Bon, notamment les terrains, Puisque les immobilisations, généralement, ce qu'on calcule chaque fin d'année dessus, ce sont les amortissements. Bien. Bon, mais on dit ceci, le principe suppose enregistrer une perte dès qu'elle est probable et comptabiliser un gain dès qu'il est certain. Bon, un gain pourquoi? Vous savez, en fin d'année, comme je suis en train de dire, puisque on clôture les comptes en fin d'année au 31 décembre, il peut arriver que vous aviez vendu un bien en monnaie locale à un étranger. Par exemple, disons par exemple à 1000 $. Ouais, un peu, mais qu'à l'échéance, le taux d'échange doit varier en votre faveur. Forcément, lors du règlement, il peut y avoir un écart supplémentaire qui constituera pour vous un gain. Donc, le susquadra vous interdit de comptabiliser ces gains. Vous ne devez comptabiliser que les pertes probables. Donc, de manière générale, ainsi on provisionnera ce qui est incertain et qui peut diminuer la valeur du patrimoine de l'entité. Mais on ne prendra pas en compte d'éventuelles appréciations. On attendra qu'elles se réalisent. Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence pour leur établissement. Donc, de façon grosso modo, chers amis, les moins-values latentes sont enregistrées. Ça veut dire les pertes probables, quoi. Mais les plus-values latentes ne le sont pas. On constate une provision ou une dépréciation, mais on ne constate pas une appréciation ou un bénéfice probable. C'est un peu ça la convention de prudence. Bon, je vais évoluer également, chers amis, avec une autre convention. Je vais évoluer avec la convention de la continuité d'exploitation. En principe, au moment d'établissement des états financiers, on part du principe que l'entreprise doit continuer son activité normale au-delà de la date de clôture de l'exercice. Ouais, un peu. C'est bel et bien la raison pour laquelle on est appelé à comptabiliser les provisions, de doter les amortissements et bien d'autres. Ouais, un peu. Donc, selon ce principe, les opérations enregistrées à la fin d'un exercice comptable supposent la continuité de l'entreprise. Ceci permet notamment d'éventer les produits et les charges entre les différents exercices auxquels ils se rapportent effectivement. Donc, les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence pour leur établissement. Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture et la date de l'établissement des comptes. Il y a également une autre convention, chers amis. Il s'agit en fait de la convention de régularité et de la transparence. Cette convention part en fait du principe de la clarté, de la bonne information et de la sincérité. Ces principes vivent une information loyale qui respecte le référentiel comptable en vigueur. C'est quoi le référentiel comptable en vigueur, chers amis? C'est l'ensemble cohérent et complet des principes, normes, méthodes, critères utilisés pour la préparation des états financiers ou d'autres informations financières. La convention de régularité et de la transparence respecte la présentation de l'information sans intention de dissimuler la réalité des opérations. Vous voyez un peu. Dans le même siège, elle doit respecter
La règle de non-compensation. Ça, c'est la convention de régularité et de transparence. Elle doit respecter la règle de non-compensation. Les éléments d'actifs et du passif, par exemple, doivent être évalués séparément. Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actifs et du passif du bilan, ou entre les postes de charges et les postes, ou entre les postes de charges et des produits du compte de résultat. Du postulat de non-compensation. Ce postulat en fait suppose que vous ne devez par exemple pas compenser les créances et les dettes. Ça veut dire par exemple, vous pouvez avoir par exemple un tiers qui est en même temps fournisseur et client chez vous. Il effectue par exemple les achats. Vous effectuez par exemple chez les achats de 1 million. Lui, il effectue les achats chez vous également. Ou par exemple, il vous fait une prestation de service pour 1 million et ensuite il effectue les achats chez vous pour 2 millions et ensuite vous procédez à la compensation. Donc c'est un principe en fait que le Susquehanna exige. Il ne faudrait pas compenser les produits, compenser les créances et les dettes. Puisque s'il a fait une prestation chez vous à hauteur de 1 million et que vous lui vendez une marchandise à hauteur de 2 millions, en principe, en faisant la compensation, c'est comme s'il vous doit, c'est lui maintenant qui vous doit juste 1 million. Parce que vous avez compensé avec sa dette. Donc, dans les états financiers, les données seront un peu faussées. C'est ça un peu le principe de non-compensation. Qui est également qui doit également être pris en compte dans la tenue de votre comptabilité. Bien. On a également le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture au bilan de clôture. Donc, le bilan d'ouverture de l'exercice N doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice N-1. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture des exercices précédents. C'est ça en fait le principe d'intangibilité du bilan. On a également la convention d'intangibilité du bilan d'ouverture. Donc, cette convention suppose que le bilan d'ouverture de l'exercice N doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice N-1. On parle aussi de la convention de correspondance du bilan de clôture au bilan d'ouverture, ou bien de la convention d'intangibilité du bilan d'ouverture. Bon, c'est la même chose. Bon, il y a également une autre convention, c'est la convention de l'importance significative. Elle suppose que tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière au résultat de l'entreprise doit leur être communiquée, notamment dans les annexes. On a également la convention du coût historique. Le principe de coût historique est défini par on a également la convention du coût historique. Donc, en principe, à l'heure d'entrer dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre honoré sont enregistrés à leur coût d'acquisition. Les biens acquis à titre gratuit à leur valeur estimée et les biens produits à leur coût de production. Voyez un peu. Ça veut dire concrètement que les innovations sont enregistrées à leur coût d'acquisition qui est ensuite amorti à la fin de la durée d'amortissement. Le compte d'amortissement correspond au coût d'acquisition et la VNCNE. Toutefois, certaines innovations peuvent encore être utilisées après la fin de leur durée de vie. Bref, chers amis, de manière plus concrète, la convention de coût historique suppose que les innovations doivent figurer dans le patrimoine à un moment donné, à leur coût d'acquisition. Vous savez, par exemple, si vous achetez un terrain à 10 millions, il y a de cela 10 ans. À ce jour, à cette date, le même bien doit figurer dans votre bilan, toujours au coût d'acquisition de 10 millions. Vous voyez un peu. Certes que ça va augmenter dans le temps, certes que sa valeur aura augmenté, mais dans le bilan, le principe du coût historique voudrait que la valeur de ces biens soit identique. Que ces biens n'aient pas eu à subir une réévaluation quelconque.
Voyez un peu. C'est ça le principe du cours historique. Donc voilà grosso modo ce que je peux vous dire en ce qui concerne les principes, les postulats ou conventions comptables. Donc partagez la vidéo et abonnez-vous chers amis.